Bonjour et bienvenue à vous. Merci d'être présent pour cette présentation. Une bonne introduction avec un super jingle. Donc, je suis Nicolas Duhamel, je représente la structure Immolab. Je suis avec Cécile Lebert. Cécile et moi sommes deux des trois cofondateurs du label intérieur qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on vous a proposé sur les chaises quelques ouvrages et publications que nous avons réalisés avec Immolab et qui sont issus de nos travaux sur la qualité de l'air intérieur dans les logements et tout type d'ouvrages. Donc, on va vous parler de ce label. Je vais laisser la parole à Cécile Lebert pour cette présentation. La qualité de l'air intérieur, c'est souvent un sujet qu'on oublie un petit peu. Pourtant, on sait, et toutes les études démontrent que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est une bonne entrée en matière pour vous parler de ce label, comment il a été réalisé et qu'est-ce qu'il y a dedans. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir. J'imagine que le sujet de la qualité de l'air intérieur vous intéresse puisque vous êtes venus aujourd'hui. Mais je voulais faire une petite introduction et vous rappeler un peu que l'air, même s'il est insaisissable, gratuit aussi, il reste fragile et malheureusement on n'en prend pas soin. Mais comme on le voit pas, je pense que c'est ça la problématique par rapport à d'autres sujets dans le bâtiment. On en prend beaucoup moins soin. On parle beaucoup de l'air extérieur, beaucoup moins de l'air intérieur. Alors, comme le disait Nicolas en introduction, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. On passe beaucoup de temps à l'intérieur en plus, donc ça n'aide pas dans la, euh, ça n'aide pas en tout cas quand on est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? On va faire un focus. On part du monde, après en Europe, en France, voir un peu le contexte réglementaire par rapport à l'air et pourquoi, en gros, on a décidé de créer ce label. Pourquoi il était important pour nous de boucher un peu ce vide, on va dire, réglementaire. Donc, au niveau mondial, l'OMS propose des seuils pour éviter de tomber malade, hein, tout simplement. Mais c'est des seuils qui concernent uniquement la partie atmosphérique. Donc, vous pouvez voir hein, les différents polluants, les particules fines, le dioxyde d'azote, l'ozone, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, le dioxyde de soufre et monoxyde de carbone. Alors, même si c'est des parties externes, forcément, tout ça finit par rentrer dans le bâti et on le rencontre également à l'intérieur avec d'autres polluants que l'on crée nous-mêmes, bien sûr, en plus de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pour ça qu'on pollue un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, donc juste après le Covid, les seuils ont évolué. Donc il y a quand même un contexte réglementaire sur l'extérieur qui est assez dense et qui continue à évoluer réglementairement. Même si, je vous le disais, donc ça concerne la pollution atmosphérique et juridiquement, ce n'est pas contraignant au niveau mondial. Au niveau européen, on retrouve les mêmes polluants, donc ça, on est aussi sur la partie atmosphérique, mais par contre, là, juridiquement, il y a des sanctions. D'ailleurs, la France a été sanctionnée en 2017, il me semble, je l'ai écrit, 2019, pardon, puisqu'on a des zones de dépassement au NO2 et il nous faut éviter de mettre des personnes qui vivent dans ces zones de dépassement. Donc, ça veut dire soit arrêter de construire, soit les protéger de ces zones de dépassement. Euh, donc après, au niveau européen, c'est le seul point et ça se décline du coup en France. Donc on retrouve les histoires de dépassement au dioxyde d'azote dans certains PLU, mais pas tous. Donc vous avez des cartes d'ailleurs de dépassement qui existent si vous voulez vous renseigner. C'est intéressant. Après, il y a une réglementation qui existe sur la qualité de l'air intérieur. Donc là, enfin, on parle de l'intérieur des bâtiments, mais qui concerne uniquement les ERP, qui a été déclinée depuis plusieurs années. Ça doit faire 7 ans, je pense, que ça existe. D'abord sur la petite enfance, ensuite sur le secondaire, enfin le primaire et le secondaire. Mais c'est a posteriori, donc pas à livraison, pas suite à des travaux. Donc c'est vraiment une surveillance de la qualité de l'air, parfois sans mesure. C'est pas obligatoire d'avoir des mesures, avec quelques notions qui sont intéressantes, comme le contrôle des systèmes de ventilation, mais pas forcément de la mesure de polluants. La RE 2020, par contre, va un peu plus loin pour la partie logement uniquement, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un contrôle des systèmes de ventilation à réception. Donc sur le logement neuf, enfin, on a une mesure à réception sur un organe qui est essentiel pour
avoir une bonne qualité de l'air à l'intérieur, c'est-à-dire le système de ventilation. Et qui, on le sait, on a les sources du coup de contrôle de la DREAL, je cherche le nom, pardon, la DREAL qui dit que 70% à peu près, et encore les chiffres ont augmenté, mais des systèmes de ventilation à réception dans le logement ne fonctionnaient pas. Donc on a beaucoup de dysfonctionnements alors que c'est très important et ça devient un organe de plus en plus prégnant puisque nos bâtiments sont de plus en plus isolés et de plus en plus étanches. Donc forcément, ça va mal ensemble, quoi. Pour aller plus loin, donc sachez qu'il y a un label d'État qui se prépare. Il y a un groupe de travail qui s'appelle CAP 2030 qui travaille dessus, c'est un label qui va être associé à la RE 2020 et on va ouvrir un peu le débat. On va sortir de l'aspect juste énergétique et carbone, entre guillemets juste, mais c'est déjà un gros pas, hein. Et on parle notamment, il y a un groupe de travail sur la partie qualité environnement intérieur, dans laquelle il y a l'air, il y a aussi l'acoustique, il y a aussi la régulation thermique, mais il y a l'air dedans. Et donc, on participe activement à ce groupe de travail pour donner notre retour d'expérience. Donc, nous, on existe depuis 2017, donc on a des livraisons déjà derrière avec des retours chiffrés qui alimentent ce groupe de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, à l'heure actuelle, et puis depuis qu'on existe, il y a toujours pas de réglementation sur la qualité de l'air intérieur dans les logements, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et c'est vraiment ce vide qu'on a cherché à combler. Au début, on voulait faire juste un process. C'était vraiment des bonnes pratiques. Et puis, nos clients, particulièrement la promotion et les bailleurs, voulaient qu'il y ait un visuel attaché à ça pour qu'on sache qu'on parle de qualité de l'air intérieur et que ce soit mis en avant sur les programmes qui jouent le jeu. Alors, en quelques mots, du coup, on va vous montrer comment on a construit le référentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a construit de manière pragmatique. Donc, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre, des bonnes pratiques. Il faut absolument, être présent tout au long du chantier. Donc on est là en conception, on est là en suivi de chantier, jusqu'à la livraison. On donne même des outils pour les usagers finaux. Donc en logement, on va donner des guides de bonnes pratiques que vous avez là, donc vous pouvez utiliser chez vous d'ailleurs, en format, vrai-faux. Et sur le tertiaire, on a travaillé avec des nudges. Vous allez le voir, on a quelques exemples après qu'on va vous partager. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Donc c'est pragmatique, c'est simple à mettre en œuvre, peu coûteux et surtout vous avez un gain pour ceux qui font de la gestion derrière. On travaille sur la qualité de l'air, mais du coup on travaille sur d'autres projets qui sont associés comme la gestion de l'humidité, donc présence de moisissures, etc. Comme ça arrive malheureusement assez souvent, suivant les dates de livraison des bâtiments. Alors voici les différentes thématiques techniques qu'on développe. On en a une première qui est la sensibilisation. Bah, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait auprès de nos clients, auprès des collectivités. Ensuite, on travaille avec l'architecte, le maître d'œuvre, avec les équipes d'exécution. Et comme je vous l'ai dit, on va jusqu'à l'usager final. Donc c'est un thème assez transverse. Le thème 2, intégration du bâtiment dans l'environnement. Ça concerne en fait la pollution présente sur le site, parce que chaque site est distinct. Donc là, on fait un peu du sur-mesure. On va regarder où est placé le site et comment on peut interagir avec et en tout cas éliminer l'intégration des polluants extérieurs à l'intérieur. Et ensuite, le thème 3, du coup, et le thème 4, ils vont ensemble. Le 3, c'est éviter d'intégrer des produits polluants dans le bâti. Donc, on va choisir des produits et des équipements peu émissifs. Et le thème 4, c'est évacuer au maximum, donc avoir un système de ventilation efficace, voire prévoir sur une double flux, quand il y a une double flux, du coup, un filtre adapté, etc. Par rapport à ça, donc on a travaillé au tout début sur le logement, puisque c'était la demande initiale de nos clients. Donc en 2017, le logement. L'année dernière, on a ouvert un référentiel sur la partie tertiaire. Donc on travaille et on a des projets en cours. On a une école notamment à Courbevoie. On a des bureaux, il me semble, dans le nord de la France et à Bordeaux. Mais on peut travailler aussi sur la petite enfance, sur les centres médico-sociaux. Donc on a ouvert complètement là-dessus. Et l'année prochaine, le but, c'est de travailler sur la rénovation. Donc là, la rénovation, ce qui va énormément changer, c'est la partie 2, là, où on va faire une espèce de diagnostic de site. Bah, là, on fera aussi le diagnostic de l'ouvrage existant. Et donc, il faudra qu'on travaille par rapport à ce diagnostic, parce que forcément, suivant ce qui est présent, bon, il y a un contexte réglementaire, je pense à l'amiante notamment ou au plomb, mais on pourra aller beaucoup plus loin, comme on le fait sur le neuf. Alors, pour vous expliquer tout ça, on va voir si ça marche.
Le référentiel du label intérieur est organisé autour de 4 thèmes qui couvrent les exigences nécessaires. C'est moi qui dois le faire? Bon, apparemment, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Alors, en gros, ça vous expliquait ce que je vous ai raconté, mais en plus rapide. Pour rentrer dans le détail, je vais travailler sur des exemples directement, comme ça vous parlera peut-être plus. Donc on a choisi quelques références avec, des exemples précis de ce qu'on a mis en place et qui se rattachent, directement aux différents thèmes. Alors, j'ai commencé donc on a essayé de vous faire un panel représentatif. Donc j'ai commencé par une opération de logement, qui s'appelle les terrasses du Touche, qui a été suivie par, Promo Midi. Mais sur cette opération, l'aménageur Opidea a joué un rôle considérable en phase chantier, donc c'est beaucoup investi. Donc comme quoi, le binôme a très bien fonctionné. Et donc ça se situe aux alentours de Toulouse, à Saint-Martin-du-Touche. Donc là, on a énormément travaillé sur le choix des produits peu émissifs. Donc on demande à minima un étiquetage A+, et là, ils sont allés plus loin, notamment sur la peinture. On en cherchait des matériaux biosourcés et donc éco-labellisés. Donc ils sont allés un peu plus loin que ce qu'on avait prévu initialement, mais c'est ça aussi notre rôle, c'est les accompagner. Ensuite, ils ont forcé le trait aussi sur le nettoyage. Alors ça, c'est pas évident parce qu'en fin de chantier, parfois, on a besoin de produits un peu corrosifs. Donc là, ils ont travaillé en amont avec les équipes de nettoyage pour que jusqu'au nettoyage, il y ait moins d'impact sur la santé des futurs occupants et qu'on pollue pas. Et bien sûr, on a été présent en réunion de sensibilisation auprès des entreprises pour qu'ils aient les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques en termes de stockage de matériaux. C'est tout bête, mais si on met un isolant à l'humidité, après quand on le pose, l'humidité va rester dans l'isolant et peut créer des moisissures, peut créer des choses comme ça. Donc ce que je vous disais, il y a tout un phénomène de bonnes pratiques à mettre en place. Voilà pour celui-ci. Alors, une autre opération de logement, donc ce coup-ci avec Bouygues. Donc Bouygues, c'est un partenaire important pour nous parce que la toute première opération qu'on a réalisée, c'est avec eux. Et donc, ça fait plaisir de les retrouver sur d'autres opérations. Donc là, c'est particulier parce que on se retrouve en Vendée. On est sur un site qui est extrêmement pollué, donc bien différent du premier où on devait mettre en place des choses spécifiques. Et surtout, dans cette région, on a la présence de radon, donc qui est notamment présent en Bretagne, et puis on redescend un petit peu, mais là, sur la Vendée, il était présent. Donc, par rapport au contexte extérieur, on a demandé à ce qu'il y ait un reporting de l'indice Atmo, donc c'est l'indice de qualité de l'air extérieur, dans le hall d'entrée. Comme ça, les gens sont informés quand ils arrivent et ils peuvent ou pas choisir de faire du sport quand il y a un pic de particules fines ou quand il y a un pic d'ozone, ce qui est pas très bon pour la santé. Et bien sûr, des mesures à réception. Donc, sur le référentiel logement, on mesure des polluants chimiques de type formaldéhyde, benzène et COVT totaux. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Des polluants physiques, donc les particules. Donc, ce qui se fait souvent, c'est 2,5 et 10. Et nous, on demande aussi les particules très fines, PM1, puisque plus c'est fin, si vous voulez, plus ça rentre loin dans l'organisme. C'est très agréable ce que je vous dis. C'est voilà. Des polluants biologiques, donc les moisissures. Donc ça, c'est une spécificité du référentiel qui est assez intéressante parce qu'on va mesurer les particules les moisissures dans l'air avant qu'elles apparaissent sur vos murs. Il y a quelques opérations sur lesquelles on a détecté un taux de moisissure trop important dans l'air et ça, le fait d'intervenir en amont, de surventiler, et cetera, ça a évité de livrer avec présence de moisissure quand même sur le doublage. Donc là, on voit que dans la gestion, c'est intéressant même juste à l'étape de livraison. Après, bien sûr, à long terme encore plus, mais même à l'étape de livraison, on a un gain. Ensuite, alors ça, c'est le retour d'un client. Je me rappelais plus. Donc là, ce qu'ils nous mettaient, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, c'était que c'était un thème peu traité. En effet, il y a des certifications qui le traitent, mais c'est un thème qui reste léger, on va dire, parce qu'il y a plein d'autres thèmes à traiter. Bon, bah nous, c'est spécifique, donc on fait que ça. Donc forcément, on va un peu plus dans le détail. Et là, ils avaient un programme pour des propriétaires occupants, donc une cible qui est sensible à à ce thème, et donc il faut sensibiliser également. Alors ça, on l'a déjà vu, voilà. Euh, une opération de bureau, ce coup-ci à Bordeaux, donc Cardinal Richaud, qui est portée par Link City. Donc c'est une opération qui est une opération pilote chez nous, puisqu'elle nous a servi à retravailler notre référentiel.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette opération d'exceptionnel? On a créé un îlot de fraîcheur. Donc ça vous apporte un gain sur le confort estival et vous dites quel est le lien? Le lien, c'est tout simplement que les produits dégazent beaucoup plus quand on a une surchauffe. Donc, il faut éviter les surchauffes. Donc, en fait, c'est pour le confort des occupants, mais également par rapport à la qualité de l'air. Et ensuite, ce que je vous disais tout au début, on a mis en place un kit nudge pour les sensibiliser les usagers. Donc, par exemple, vous en avez un petit là, ouvrez-moi près des fenêtres pour ventiler et aérer les pièces. Un deuxième tertiaire, donc là, c'est l'école de l'âge, donc c'est la ville de Courbevoie qui nous a sollicité. Et c'est un projet un petit peu particulier puisqu'on a une coque vide qu'on va aménager. Donc, on était assez contraints quand même par la coque, forcément. Et l'emplacement des menuiseries, etc. C'était pas du tout traversant. Enfin, il y avait pas grand-chose qui allait au début. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'entreprise CVC en amont, avec la mise en place d'une double flux avec une filtration importante et qui est couplée à du monitoring CO2. Donc, le monitoring CO2, il va à la fois servir à alimenter les données de la double flux, mais il va aussi servir aux gens qui utilisent, aux usagers, d'ouvrir les fenêtres quand ils voient qu'il y a un confinement trop important. Et c'est valable également pour les enfants. Plus on les sensibilise tôt aux bonnes pratiques et plus ça marche ensuite quand ils grandissent, bien entendu. Donc là, vous avez le retour de notre cliente, donc qui disait que sur la partie technique, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges parce que c'était tout nouveau pour eux. Et en plus, on demande quand même des niveaux de ventilation importants en tertiaire. Et donc, qu'on posait des problèmes techniques de taille de gaine, etc. Donc, beaucoup d'échanges entre nos deux équipes sur ce sujet-là. Voilà. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, donc c'est Cœur Mougins. C'est un projet de Cogedim qui est en livraison actuellement. Et donc, alors là, on est dans un site qui est pas trop contraint. Pour la sensibilisation, on leur a fourni le petit guide dont on a parlé. Et sur la ventilation, donc là, c'était bon avant la RE 2020. Donc bien sûr, on demande une vérification des débits et des pressions, comme le fait maintenant la RE 2020, donc qui va dans le bon sens. Mais on va plus loin, on demande un classement d'étanchéité à l'air sur les réseaux de ventilation. Ce classement, ça vous permet également de gagner des points au niveau de votre calcul thermique et de vos consommations. Donc c'est double enjeu, double gain entre guillemets. Et surtout, on l'a vu là, donc depuis 2017, on l'a vu, les entreprises de CVC progressent avec ce type de mesures. Donc c'est vraiment pas un coup d'épée dans l'eau. Quand on les retrouve sur d'autres projets, ils travaillent mieux finalement. Et la classe C qu'on demande, la classe A qu'on demande, pardon, c'est la base en fait. C'est s'ils mettent correctement en œuvre les produits, on arrive sur une classe A. C'est visuellement, c'est propre si vous voulez. Ça veut pas dire forcément des accessoires à joints, un surcoût ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, je m'en rends compte, c'est que du coup, nous, on est organisme de labellisation. Donc, on s'occupe du référentiel, de sa mise à jour. Et on a un réseau d'AMO qui est susceptible de vous accompagner. Dans les AMO que vous connaissez déjà, sûrement, on a des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, et qui sont présents partout en France, et donc qui sont locaux et à proximité pour pouvoir intervenir tout le long du chantier et être votre interlocuteur privilégié. Alors, j'ai mis une deuxième vidéo, donc on va tenter. Et si ça passe pas, on passera aux questions. Le projet Cœur de Mougins est le nouveau centre-ville de Mougins. C'est un programme très important pour nous puisque c'est une requalification complète d'un quartier qui compte 200 logements. Nous avons choisi de labelliser qualité d'air intérieur ce programme. Il y a un enjeu de santé publique et une prise de conscience de la part de notre entreprise de la santé et la nécessité d'apporter une bonne santé à nos acquéreurs dans les logements qu'ils vont occuper. Nous avons proposé à Altarea Cogedim ce label qualité de l'air intérieur parce qu'actuellement nous concevons des bâtiments de plus en plus performants sur lesquels la perméabilité de l'air est de plus en plus réduite. On sait que la qualité de l'air finalement est très vite impactée par ce renouvellement de l'air qui est minimisé. Une bonne qualité de l'air, c'est le maintien finalement d'une hygrométrie, d'une température et également de taux de pollution en deçà de plafonds réglementaires.
Et l'objectif sur ce projet, c'était de maintenir une qualité de l'air intérieur au maximum sur 2 volets principaux, les émissions de polluants et également le renouvellement de l'air. Le principe qui a été mis en place est lié à 2 sujets qui sont les équipements et produits mis en place dans le bâtiment et également tout ce qui va être renouvellement de l'air. Là, on va au-delà en proposant systématiquement des tests de perméabilité à l'air sur les réseaux de ventilation. En phase de chantier, nous allons sensibiliser l'ensemble des intervenants afin que l'information concernant la qualité de l'air et le label sur la qualité de l'air soit mis en place correctement. L'idée étant notamment qu'ils signent une charte chantier qualité de l'air. On a prévu d'accompagner les futurs occupants quand on va leur remettre les clés. Ils vont prendre le relais et la responsabilité de leur santé dans leur logement. On va leur remettre un mini-guide sur la qualité d'air intérieur avec des questions et des réponses sur les idées reçues qu'on peut avoir sur la qualité d'air justement. Par exemple, beaucoup de personnes pensent qu'avec une ventilation mécanique contrôlée, on n'a pas besoin d'ouvrir ses fenêtres. Ça, c'est complètement faux. L'entrée d'air qu'on pose sur les menuiseries est du tout suffisante pour renouveler et assurer un renouvellement complet de l'air de l'appartement. Aujourd'hui, on passe plus de 80% de notre quotidien dans des espaces clos, des espaces fermés. L'air qui est dans ces espaces clos est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Altaria Cogedim a pris conscience de ce sujet et du coup œuvre pour y trouver des solutions. L'opération Cœur Mougins, c'est une des toutes premières opérations du groupe à s'être engagé dans ce label intérieur. Le label intérieur est l'un des rares, si ce n'est le seul label du marché à traiter de ce sujet et c'est pourquoi nous le recommandons. Voilà, c'est terminé pour nous. J'ai vu que certains hochaient la tête. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez déjà sensibilisés sur la thématique. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il me semble qu'il y a un micro si besoin pour les questions. Et puis sinon, si vous êtes timide, vous viendrez nous voir après. Merci pour la présentation. Au niveau d'un accompagnement sur un programme de logement pour ce type de label, il faut compter un coût en termes de surcoût de construction. Est-ce qu'il y a un vrai surcoût de construction? Est-ce qu'il y a un coût de labellisation? Alors, en termes de coûts, on a plusieurs coûts. Nos frais de labellisation, les grilles je peux vous envoyer les grilles sans aucun souci. Ah pardon, ils me font des je peux vous envoyer des grilles sans aucun souci, mais on a, du coup, suivant la surface ou le nombre de logements, des coûts, situés entre 2 900 et 9 500 de tête, enfin moins de 10 000 € en tout cas, pour les frais de labellisation. Donc là, c'est pour faire, juste tourner la structure, sortir les nouveaux référentiels, on forme les AMO et on relie l'ensemble des rapports. Donc c'est vraiment les frais, très administratifs et techniques. Ensuite, vous avez les frais liés à votre AMO, comme dans toute label ou certification. Donc, là, on a une quarantaine de personnes à votre disposition, puis vous pouvez leur demander des devis directement. Et en termes de surcoût constructif, c'est pas énorme. On l'avait évalué alors en 2017 au début à 0,80%, je crois, il me semble. Et au final, plus ça avance, plus ce surcoût se dilue. Et là, dernièrement, on a discuté avec un client qui était tout en haut, au niveau de la conception, en me disant ça va me coûter cher, ça va me coûter cher. Il me disait tout le temps ça. Et là, en fin de travaux, on est revenu vers lui. Il me dit, mais en fait, ça m'a rien coûté. Mais en fait, je vais refaire. Je fais, bah oui. Donc non, en termes de surcoût constructif, c'est pas énorme. Merci. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez aussi, on vous parlait énormément de logement. Est-ce que vous arrivez à un peu impacter ce label sur un milieu un peu plus tertiaire? Je pense aux Oui, personnes qui doivent être ici, entre autres. oui, oui. Du coup, là, je vous avais mis quelques projets, mais depuis l'année dernière, on travaille sur le tertiaire, donc sur le bureau, sur la petite enfance, l'école, l'hôtellerie. Alors pas tout type de tertiaire. On va pas aller chercher, par exemple, les piscines, vous voyez, un truc comme ça pour l'instant, pas encore pour nous. Mais déjà une bonne partie de tertiaire. Ok, bah merci beaucoup. Si vous voulez, on se tient à disposition avec Nicolas. On peut vous laisser nos coordonnées. Voilà, puis sinon, bonne fin de salon. Au revoir.